morning. I've been asked to read this in French. The press statement. Oui, je parle français. Les membres du Conseil de sécurité ont accueilli avec intérêt, comme nouvelle étape importante du processus de consolidation, l'annonce et la traduction d'un rapport du secrétaire général. Les membres du Conseil de sécurité ont à nouveau exhorté le secrétaire général à éviter toute violence et se sont engagés à ne pas condamner l'incident violent qui a coûté la vie à 4 personnes. Ils ont rappelé que le Conseil de sécurité était prêt à poursuivre son soutien à la consolidation du secrétaire général. Merci. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes en direct de New York pour la tant attendue cérémonie d'autodissolution de l'Organisation des Nations Unies. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Grand soleil ici sur la première avenue de Manhattan et pourtant l'ambiance est un peu morose. La foule n'est pas vraiment au rendez-vous, il y a du monde mais ce n'est pas ça. Oui, c'est un peu triste, on s'attendait tout de même à un peu plus d'affluence. Où sont donc passés les people? Boris, c'est vrai, c'est pas que les people s'intéressent aux Nations Unies, mais le secrétaire général Henry Fry fait toujours rire quand même. C'était une occasion, après tout comme une autre, de se montrer dans un lieu tout de même assez grandiose, car l'ONU a eu son heure de gloire, même si la patine des ans et des échecs cuisants lui a fait perdre son éclat d'antan, qui, tout le monde le dit, fut splendide et flamboyant. Alors Stéphane, le temps que tous les participants se mettent en place, nous allons peut-être rappeler un peu ce que sont les Nations Unies, puisqu'en préparant cette édition spéciale, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens ignoraient que l'ONU existait encore. C'est ça paraît fou, mais quand on y pense, ce n'était pas non plus tout à fait imprévisible. N'oublions pas aujourd'hui que sans le film d'Oliver Stone, plus personne ne se souviendrait par exemple du pourquoi de l'effondrement du World Trade Center le 11 septembre 2001. Et oui, pourquoi? Et pourtant, c'était bien en 2001, il y a bien longtemps. Il y a 41 ans tout de même. Et l'ONU a donc été créée en 1945, c'est vous dire. C'est ça. Eh oui. Pourquoi 1945 d'ailleurs, Boris? Tiens, voilà Henry Fry, le secrétaire général, vient de faire son apparition sur la grande scène du chapiteau principal. Le grand Henry Fry, il est formidable. Une vraie bête de scène, cet Henry. Rien d'étonnant d'ailleurs, la scène, ça le connaît. Le plus célèbre des comiques britanniques a passé 30 ans quand même sur les planches à faire rire les publics du monde entier. Et c'est d'ailleurs son formidable talent qui l'a tout naturellement propulsé au poste de secrétaire général des Nations Unies. Et oui Boris, après presque 80 ans de résolutions non appliquées et de décisions sans aucun effet, les Nations Unies ont décidé en 2034 de mettre à leur tête un comique plutôt qu'un politique. Et ça, ça a tout changé. L'ONU est toujours aussi inefficace, mais au moins Henry Fry a su à chaque fois retourner le ridicule de la situation à son avantage. C'est ce qu'on appelle la force de l'humour, non? D'ailleurs, il va s'exprimer. Guillaume, c'est à vous pour la traduction simultanée. Hi guys. Salut la foule. Je suis ravi d'être ici, où que je puisse bien être. Depuis sa création, les Nations Unies ont travaillé dur pour atteindre un consensus mondial. Eh bien, 97 ans plus tard, nous avons atteint ce consensus. Aujourd'hui, en effet, tout le monde s'accorde à dire que nous ne servons à rien et accessoirement que nos troupes ont des casques ridicules. Nous avons donc accompli notre mission et il est logique que l'ONU disparaisse. Bon, évidemment, on ne va pas voter une résolution pour faire disparaître l'ONU, sinon on y sera encore dans un siècle. J'y vais. Il me reste une dernière tâche à accomplir avant de quitter mes fonctions. Je dois aller aggraver un conflit en Afrique en tentant d'arranger les choses. Ça plaît toujours beaucoup. Je vous retrouve tout à l'heure. En attendant, je vous laisse avec DJ Concept qui est avec nous ce soir pour faire bouger votre corps. Excellent, on va vraiment le regretter. Alors parlons justement de ces résolutions, Stéphane, qui n'étaient jamais appliquées. Oui, et bien aussi bizarre que cela puisse vous paraître aujourd'hui, jusqu'en 2034, la date est précise. Cela coïncide d'ailleurs avec l'arrivée de Henry Fry. Les Nations Unies se doutaient que la plupart de leurs résolutions n'étaient pas appliquées, mais elle ne savait pas au juste combien. Le Conseil de sécurité a alors commandé un audit à la firme KPMG, c'est l'entreprise qui est considérée comme la plus fiable en la matière, avec une marge d'erreur, tenez-vous bien, constante de 100%. Il suffit donc d'inverser les conclusions du rapport KPMG pour se faire une idée assez précise des dossiers dont ils ont la responsabilité. Et donc Stéphane, ces conclusions ? Eh bien selon cette étude, et après correction, bien sûr, le bilan de l'ONU est plutôt mitigé. Si aucune résolution du Conseil de sécurité n'a jamais réussi à régler un conflit ou à éviter, on le sait, un génocide, on remarque
quand même par contre que toutes les bonnes résolutions du Nouvel An ont été, elles, respectées, notamment la décoration des locaux pour les fêtes ou l'aménagement de la crèche des employés. Du beau succès donc, à mettre au crédit de l'ONU les fêtes de fin d'année, c'est pas rien. Ah mais je vous interromps Boris, car apparemment la cérémonie est sur le point de débuter, oui, avec tout d'abord la remise du trophée Donald Rumsfeld, un prix qui récompense le pays qui a le moins respecté les résolutions de l'ONU. Et sans surprise, c'est Israël qui décroche ce prix très convoité, avec un score impressionnant, 130 résolutions non respectées, soit une moyenne approchant les 2 par an. Rien à dire, hein, c'est le champion incontesté. Oui, je mets tout de même un petit bémol. Il faut dire quand même qu'Israël a parfois bénéficié d'une certaine complaisance de la part du Conseil de sécurité. Prenons par exemple les 2 dernières résolutions, la 2742 et la 2835, si je ne me trompe pas. Eh bien, elles sont quasiment identiques. Quelque chose concernant un respect des frontières et du cessez-le-feu, je crois. Le jury aurait peut-être pu ne compter qu'un point pour ces deux-là. Peut-être, mais cela n'enlève rien à la performance de l'État hébreu. D'ailleurs, on voit bien que les Israéliens sont très touchés par cette récompense. Ils ont envoyé un représentant pour recevoir le prix. Rappelons que ça fait presque 30 ans qu'Israël n'a plus assisté à une conférence onusienne. On écoute tout de suite le cuisinier du consulat israélien. Au nom de mon gouvernement, je tiens à exprimer ma gratitude au Conseil de sécurité de l'ONU qui, avec ce prix, récompense des années de travail. Je remercie tout particulièrement les États-Unis qui nous ont toujours soutenus dans l'effort. Je tiens également à remercier les peuples palestiniens et libanais, sans qui cette performance n'aurait jamais été possible. On le sent très ému, le représentant israélien. Par contre, Stéphane, la délégation de la bandelette de Gaza ne semble pas partager la liesse générale. Effectivement, ils font un peu grise mine, les Palestiniens. Peut-être un peu déçus d'ailleurs de ne pas avoir été nominés. Mais tout de même, ce n'est pas très fair-play, je trouve. Enfin, tout cela ne doit pas gâcher la fête. Alors Stéphane, le secrétaire général nous parlait à l'instant d'un dernier dossier africain à régler. Vous avez des informations, je crois. Alors là, je crois qu'il s'agit de la vieille crise du Darfour. On en revient toujours à ce Darfour qui a toujours été son sketch phare, Henry Fry, depuis son investiture. Cela fait un peu comique de répétition, mais après tout, vous le savez, tous les humoristes, tous les one-man shows l'usent ce comique de répétition. Henry aime particulièrement travailler et retravailler ses textes, vous le savez, remanier les mêmes thèmes. Et en cela, la crise du Darfour, c'est plutôt pas mal, ça l'a séduit. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un reportage que nous avons commandé sur ce sujet. Ah oui, tout à fait, l'ONU et la crise du Darfour, un reportage de commande que nous avons confié à de vrais spécialistes, je crois qu'on peut le dire. De vrais spécialistes ? De vrais spécialistes pigistes avec du temps devant eux, car évidemment les médias nationaux comme le nôtre ont franchement autre chose à faire. On l'écoute. Darfour 2003-2042, où le triomphe de l'ONU dans sa recherche incessante à ne pas se laisser distraire par des causes perdues. Un travail délicat. Dès le début des massacres dans l'Ouest soudanais, le mot génocide est prononcé. Il faudra alors tout le talent des rapporteurs des Nations Unies pour démontrer dans leur rapport qu'il ne s'agit là que de banales querelles de voisinage. Des textes fourmillant de brillantes circonvolutions intellectuelles, saluées par la critique, et c'est fort logiquement qu'en 2026, le 78e rapport de l'ONU sur le Darfour reçoit le prix Goncourt. Kevin Charleroux était à l'époque président du jury. Le prix Goncourt 2026 est attribué à l'ONU. Cette fois encore, nous avons récompensé une œuvre de grand talent. Le choix des thèmes tragiques de notre histoire contemporaine, des protagonistes principaux, terrifiantes contre-figures, incarnant le nihilisme au rebours de nos valeurs humaines, l'ampleur d'un récit se déployant sur des milliers de pages, ont assuré, contre toute attente, l'immense succès public de ces textes. Cette circonstance nous rappelle ce qu'est la force de la littérature. Dans ses rapports, l'ampleur du souci documentaire le dispute à la maîtrise consommée de l'art romanesque. Je vous remercie. Malgré cette reconnaissance internationale, le dossier du Darfour revient régulièrement perturber la tranquillité onusienne quelques années plus tard. En 2031, les autorités soudanaises, à court de victimes, décident de délocaliser le génocide en Asie, où les massacres coûtent moins cher. L'ethnologue Serge Ducasse se rappelle avoir été contacté à l'époque. J'avais reçu un coup de fil un soir, il était presque minuit, je crois, ma femme dormait. C'était le secrétaire général qui me dit voilà, il faudrait trouver des similitudes génétiques ou culturelles, de préférence les deux, entre les ethnies massacrées au Soudan et une ethnie de Chine du Sud. Et je suis parti 3 mois à Krouming et Darfour avec une équipe. On a trouvé une espèce de rite sacrificiel qui ressemblait vaguement. Et puis la mention Made in China sur les armes utilisées dans le conflit. Mais franchement, rien de significatif. Au problème éthique vient s'ajouter la dimension commerciale du génocide. En 2037, la France s'oppose à la délocalisation du conflit en Chine. On écoute la directrice de Shisheng Corp, jointe au téléphone depuis Urumqi dans l'ouest chinois. Je peux comprendre
Que la question de la contrefaçon puisse inquiéter la communauté internationale, c'est un problème endémique en Chine, mais qui ne concerne pas notre industrie. Les produits de CITIC Corp ont depuis toujours une réputation de qualité. Les victimes clés en main que nous fournissons aux Soudanais implantés à Kunming proviennent toutes de camps de travail certifiés par le gouvernement. Il s'agit de minorités ethniques, de membres de sectes diverses, comme le Falun Gong, de démocrates. Non, je maintiens que l'accusation de contrefaçon est tout simplement une machination orchestrée par la Société de gestion des prisons françaises qui souhaite récupérer un marché qui lui semble dû par sa proximité géographique. Et c'est finalement en 2034 que le tout nouveau secrétaire général trouvera la solution pour plonger définitivement le dossier du Darfour dans les oubliettes de l'histoire. Plutôt que de tenter d'arrêter les massacres, Henry Frey décide de les rendre incroyablement ennuyeux aux yeux de la communauté internationale. Des milliers de professeurs de yoga sont envoyés au Darfour pour enseigner les techniques de méditation zen aux futures victimes. Le résultat est foudroyant, plus aucune télé ne veut filmer les habitants du Darfour coincés dans la position du lotus. Les pages internationales du 20h sont remplacées par des rediffusions de Friends où la violence des rapports humains est sans commune mesure. C'est le premier grand succès public de Henry Frey dans ses nouvelles fonctions. 2 mois plus tard, de passage à Paris, il remplit le Stade de France. Et pour autant, rappelons qu'il ne s'agissait que d'un début. Ah, ça bouge en bas. Oui, j'aperçois plusieurs dizaines de véhicules qui avancent en file indienne, des tout-terrains, il me semble. Je pense savoir de quoi il s'agit, Stéphane. Je crois qu'il s'agit de la manifestation de protestation organisée par l'industrie du 4x4. Alors ça, pour le coup, on s'y attendait un peu. Il faut dire que ce secteur va énormément souffrir de la disparition de l'ONU et de toutes ses agences. Pensez, avec près de 6 millions de 4x4 achetés chaque année, les Nations Unies représentaient tout de même 30% de la clientèle. Oui, le budget 4x4, c'était près des 3/4 des frais de fonctionnement de l'ONU. Mais tout cela, c'est du passé, les constructeurs vont devoir s'y faire. C'est un peu leur baroud d'honneur, aujourd'hui, cette manifestation. Cela dit, il leur reste tout de même les ONG. Et en souvenir de la belle époque où ces véhicules de l'ONU flambant neufs sillonnaient les routes d'Afrique et autres contrées sous-développées, les manifestants ont, je crois, prévu de rouler à travers les bidonvilles du Bronx et du Queens, à New York, avant d'aller s'échouer dans les cimetières de 4x4 dans New Jersey. Une bien belle image. Mais revenons tout de suite à la cérémonie qui se poursuit. Les défilés doivent avoir commencé à présent. Appelons tout de suite notre envoyé spécial sur la 5e avenue, Philippe Grosjean. Philippe, tout se déroule comme prévu. Eh bien, pas tout à fait, Boris, il faut bien le dire. Ici, il règne une certaine confusion le long de Central Park. Tout avait pourtant bien débuté à l'heure prévue avec tout d'abord la délégation de l'UNESCO qui entamait la marche, accompagnée de la chorale des petites prostituées de Manille et du chœur des enfants soldats de Côte d'Ivoire. Il y a eu à peine quelques échauffourées quand quelques petits combattants ont tenté de violer puis d'égorger les petites filles, comme ils en ont l'habitude sur le terrain, mais rien de très méchant. C'est après que ça s'est gâté. Le défilé suivant était celui des mal nourris et autres bébés au gros ventre en l'honneur de la dissolution du programme alimentaire mondial. Mais le cortège avait à peine fait 100 mètres qu'il est passé devant un McDonald's et c'est là que ça a dégénéré, c'était la ruée. Je ne sais pas qui a concocté ce parcours, mais en tout cas on ne peut pas le féliciter. Et puis alors, après, c'est devenu du grand n'importe quoi. On attendait beaucoup de monde pour le défilé des réfugiés et déplacés de guerre. Le HCR les avait tout spécialement fait venir d'Indonésie où la guerre vient de reprendre. Et finalement, personne. Renseignement pris, à peine arrivés à New York, ils se sont tous précipités à l'ambassade du Groenland, le seul pays à appliquer encore la Convention internationale pour les droits des réfugiés. Donc au final, Boris, vous l'avez compris, le bide total. C'est un peu le problème de ce genre d'événement. Quand on veut faire appel à des non-professionnels, ils ne savent pas toujours bien se tenir. Ah mais revoilà Henry Frey. Je pense qu'on approche doucement du bouquet final. Oui, ça va être bon, je sens que ça va être très bon, Boris. Guillaume, à vous. En 1994, feu John Bolton, qui deviendra par la suite ambassadeur des États-Unis à l'ONU, a dit « Les Nations Unies n'existent pas ». Il a ajouté « Si le building de l'ONU à New York perdait 10 étages, cela ne ferait aucune différence. » Ok, bien. Ce soir, ensemble, nous allons tester sa théorie. Vous voyez cet avion dans le ciel qui se dirige vers nous à une vitesse incroyable? Dans quelques secondes, cet avion va s'écraser sur le building de l'ONU et nous allons voir si quelqu'un s'en rend compte. Vous avez été formidable. Merci de m'avoir supporté toutes ces années. Je serai au Dominion Theatre à Londres le mois prochain, avant ma tournée du Royaume-Uni. Au revoir.
Je propose qu'on décale la soucoupe émettrice un tantinet. Très bonne idée, allumons tout de suite les rétrofusées. Mais quel humour tout de même, c'est Henry Fry. Vraiment imbattable. D'ailleurs, pour la petite histoire, rappelons que si la municipalité de New York n'avait pas fait construire cette espèce d'aquarium gigantesque tout autour de la ville, la fonte des glaciers aurait déjà plongé les 10 premiers étages de l'immeuble dans l'eau depuis bien longtemps, comme une grande partie de Manhattan d'ailleurs. John Bolton aurait adoré ça. Et à ce propos, revenons à sa théorie. Alors, des dépêches, des flashs d'infos relatant cet événement? Aucun pour l'instant, Boris. Ni l'AFP, ni l'AP, ni Reuters. Toutes les équipes de CNN sont en ciré, en train de se filmer les uns les autres dans un cyclone. Non, vraiment rien sur les Nations Unies pour l'instant. Tiens, les 10 étages viennent de tomber dans la baie. C'est bien, c'est propre, ça a été pensé cette histoire. Ah si, ça y est, maintenant, une dépêche mentionne l'événement, Boris. Apparemment, l'avion a arraché au passage la pointe du Chrysler Building, tout près d'ici. Et on le sait, les New-Yorkais sont très attachés au Chrysler Building, qui fut en son temps le plus haut, vous le savez, avant d'être dépassé, bien sûr, par l'Empire State Eh bien, je Building. crois que l'on peut conclure que vraiment tout le monde s'en fout des Nations Unies. Pas d'autres dépêches? Non. Eh bien, tout le monde s'en fout à vous, Paris.